Bonjour. Alors, je ne connaissais pas Collioure. Vous vous rendez compte, à mon âge? Eh bien, l'addiction est là. Parce que, franchement, c'est impressionnant. Et le bain de ce matin, pendant une demi-heure, entre 7h15 et donc 8h moins le quart, c'est quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, je parle devant mon professeur de vie, M. Gilles, dit Boeuf. C'est lui à qui je dois tout. C'est-à-dire, il m'a décontaminé parce que je suis économiste de formation. Donc, il m'a expliqué que l'économie, ce n'était pas toute la vie et qu'il fallait que j'apprenne 2-3 petits trucs. D'autant plus que je suis au fauteuil de Pasteur à la suite de diverses manigances que je ne vous raconterai pas aujourd'hui et que, donc, il fallait que j'apprenne 2-3 trucs sur la vie. Alors, la macrovie et puis la microbiologie. Ce que j'ai fait. Alors, je peux parler des heures, parce qu'il se trouve que vous ne le voyez pas en dépit de mon physique élancé sensuel, mais je suis d'origine cubaine. Donc je peux parler des temps, donc vous allez m'arrêter assez vite, parce que le sujet dont je vais vous parler est absolument inépuisable, sauf qu'il est en train d'être épuisé, c'est-à-dire l'eau. Alors on a parlé de toutes les pollutions, c'est-à-dire de la qualité de l'eau, mais on n'a pas parlé de la quantité d'eau. Et la quantité d'eau est absolument majeure. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer globalement? La quantité globale d'eau ne va pas changer entre l'évaporation et puis tout ce qui va tomber après, etc., tout ce grand cycle de l'eau, ça ne va pas complètement changer. Mais il y a deux mécanismes qui sont en train d'être en place, notamment à cause du réchauffement, mais pas seulement. Le premier mécanisme, c'est que vous allez avoir une multiplication des phénomènes extrêmes du fait du réchauffement. Ça, donc, vous allez avoir une sorte d'enclenchement des sécheresses avec des précipitations, premièrement. Et deuxièmement, vous allez avoir des inégalités accrues dans les précipitations. C'est-à-dire que les zones de la Terre qui ont déjà beaucoup d'eau en auront encore plus, et les zones qui ont peu d'eau en auront encore moins. Et que le pourtour méditerranéen est un des endroits du monde qui va être le plus touché. Alors, je parle sous le contrôle des grands scientifiques ici présents. Moi, je ne suis qu'un vulgarisateur. Et donc, si je dis des conneries, vous vous levez et vous me frappez fort. Et donc, cette question de l'inégalité, je vais parler, on va faire un petit tour du monde de l'eau, mais je voudrais déjà vous dire que ça nous concerne, nous, directement. Il se trouve que le président de la République m'avait confié une mission pour l'ouverture des bibliothèques. J'étais avec le maire de Toulouse, M. Moudin, le téléphone sonne, et c'était le préfet de région qui me demandait si je pouvais me libérer. Je me suis libéré, bien sûr, j'ai été le voir, on a déjeuné en tête-à-tête, il m'a dit, j'ai demandé à venir, que vous veniez me voir, parce que j'ai plus d'eau dans la Garonne. J'ai plus d'eau dans la Garonne. Et pourquoi j'ai plus d'eau dans la Garonne? Pour des raisons que vous connaissez bien. 1, les glaciers donnent moins. 2, je ne peux plus faire un nouveau barrage, puisque dans sa zone, il y avait le drame de Sirmins. 3, les pratiques agricoles à l'étiage sont toujours de pomper pour faire du maïs. 4, les sols sont tous artificialisés, c'est-à-dire que ça tombe, ça ruisselle, ça ne sert à rien, ça n'abreuve en rien les phréatiques. Et 5, me dit le préfet, chaque année, dans l'agglo de Toulouse, j'accueille 15 000 personnes minimum. Comment je fais? Et une semaine après, je rencontre Juppé qui me dit « j'ai plus d'eau à Bordeaux, comment je fais ?» Deuxième exemple, le Rhône. Le Rhône, comme vous le savez peut-être, commence en Suisse, pas loin du Saint-Gothard, par un glacier qui s'appelle le glacier de la Furka. Et le glacier de la Furka, il est protégé tant bien que mal et de façon pathétique par une bâche pour essayer de ralentir sa fonte. Et alors le parcours du Rhône est très passionnant parce que vous avez donc de moins en moins de débit et vous avez un réchauffement de l'eau et vous avez un enchaînement
de précipitations terribles et de sécheresse tendancielle. Et ce qui est le Haut-Rhône, c'est-à-dire ce qui sépare la montagne, le Saint-Gothard, jusqu'au Léman, vous avez le Haut-Valais. Le Haut-Valais est extraordinairement inondable et extraordinairement industrialisé, dans des zones inondables. C'est-à-dire qu'ils mettent en place, écoutez le mot, un mot formidable, ce que s'appelle la première correction. Donc on corrige le cours d'eau. Et puis comme ça n'a pas suffi, c'est une deuxième correction. Et on prépare une troisième correction. Et le niveau d'investissement de chaque correction, c'est 5 milliards de francs suisses. Donc vous voyez, on est en cœur de cette affaire. Et alors ce qui se passe dans le Rhône, c'est pareil. Diminution d'eau en quantité et élévation de la température d'eau. Et ça pose un problème direct, parce que quand vous n'avez pas d'eau, comment vous allez faire pour refroidir les centrales? Et quand vous avez une eau chaude, comment vous refroidissez avec une eau chaude? Et quand vous refroidissez quelque chose de chaud, en aval, c'est plus chaud qu'en amont. Et la différence entre une entrée d'eau dans le Rhône de la centrale et en sortie de la centrale, c'est 11 degrés. Donc c'est ça l'affaire. Alors il se trouve que depuis maintenant 5 ans, je travaille avec la Compagnie nationale du Rhône pour essayer de réfléchir à la question des fleuves. Donc ce que j'ai entendu me passionne et on va évidemment travailler ensemble. C'est un sort de think tank avec des représentants du monde entier. Et nous abordons un certain nombre de questions très concrètes. Je vais vous donner un exemple. C'est la question des deltas. Les deltas sont par définition des terres extrêmement fertiles. Il y a 800 millions d'êtres humains qui vivent dans des deltas. Et tous les deltas sont menacés. Tous. Pourquoi ? Comme la diminution de la quantité d'eau dans les fleuves français. Et vous allez voir que dans les autres pays, c'est quand même bien plus grave. Alors pourquoi les deltas sont menacés? D'abord, on l'a dit très très bien dans la gestion sédimentaire, plus vous avez des barrages en amont, moins vous avez de sédiments pour les deltas. Et que sont les deltas? Des fils des sédiments. Vous n'avez plus de delta, de sédiments, vous n'avez plus de delta, premièrement. Deuxièmement, du fait de la tendance au réchauffement climatique et qui doit être analysée non pas en moyenne mais en région, vous avez une dilatation d'une certaine partie de l'océan. D'ailleurs, j'ai une question, moi, que je voudrais vous poser, on en parlera après à la suite. Pour moi, océan, c'est au singulier. Les mers sont au pluriel. Donc dire océan au pluriel, c'est une erreur scientifique. Et ça veut dire qu'on morcelle quelque chose qui doit être uni. Donc, la question des deltas, premièrement, vous avez, du fait des barrages, moins de sédiments. Deuxièmement, vous avez une moindre protection des deltas par des barrières naturelles que sont les mangroves. Et quand vous avez, une montée des eaux tendancielle du fait de l'amplification de l'océan avec des amplifications régionales qui s'y ajoutent du fait du réchauffement climatique, ça a tendance à monter. Tendance à descendre, tendance à monter. Moindre protection. Et comme en plus les deltas sont des zones où vous avez, ce que je vous ai dit, beaucoup de végétation. Ces végétations, dans les temps très anciens, c'est du carbone. Le carbone, ça donne du gaz et du pétrole. Donc on exploite les deltas plus qu'ailleurs. Et donc on creuse des tas de galeries partout, ce qui a fait ces deltas. Ce qu'on a vu, le delta du Pô a baissé d'une quinzaine de mètres. Donc vous avez toutes ces causes convergentes qui entraînent une menace sur les deltas. Le pays dans lequel cette tension est la plus forte, c'est un pays qui n'est qu'un delta, c'est-à-dire le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est le fils de 3 rivières, dont 3 fleuves immenses, dont les 2 principales, vous les connaissez, sont le Gange et le Brahmapoutre.
Et quand vous voyez les barrages déjà sur le Brahmapoutre et sur le Gange, mais déjà le Gange c'est autre chose, mais vous en parlez, mais le Brahmapoutre, les projets de barrages, c'est juste à la tombée du plateau tibétain et à l'extrême nord-est de l'Inde, il y a des barrages sans arrêt. Donc, à terme qu'on ne peut pas définir, mais qui est assez rapide, vous aurez la disparition d'un tiers du Bangladesh. Un pays de 170 millions d'habitants, ça veut dire 50 millions, au bas mot, de réfugiés climatiques, disons, dans le terme d'une génération. Donc, vous voyez, ces questions-là de géopolitique sont assez clés. Et jusqu'à une date assez récente, il y avait relativement peu de conflits ayant l'eau pour objet. Parce qu'un peu comme dans la dissuasion nucléaire, on savait que l'eau, c'est la vie et qu'on est prêt à mourir pour garder le mécanisme de la vie. Mais toutes les études qui font le repérage des conflits qui montent et leur intensité montrent que les conflits ayant l'eau pour objet sont de plus en plus violents. De plus en plus violents. Donc les guerres de l'eau, c'est déjà pour aujourd'hui, je vous en parlais, et c'est encore plus pour demain. Mais avant de faire notre tour du monde, je voudrais vous dire ma conviction, et c'est la raison profonde de ma venue ici. C'est que c'est merveilleux d'avoir des scientifiques, mais il faut que les scientifiques se mettent au service de ceux pour qui ils expliquent le monde, et il faut que nous, les non-scientifiques, on se bouge un peu les fesses pour comprendre. Et c'est ce que vous faites, d'où l'importance de ce colloque, d'où l'importance de ces colloques. Et je dois vous dire que moi, je suis sans arrêt dans ce genre de réunion pour essayer de faire le passage avec l'appui des scientifiques, et je suis sans arrêt à l'Académie des sciences, si bien que je me fais engueuler par ma patronne, qui est Hélène Cardancos, qui est perpétuelle, l'a bien nommée, parce qu'elle a plus 20 ans, et elle est là, toujours. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Elle ne dit pas comme ça, mais à l'Académie des sciences, je te rappelle que tu as été élu à l'Académie française. Je lui dis pas. Enfin, ce que je pense, c'est que, au fond, je préfère comprendre 5% des séances de l'Académie des sciences, mais être passionné par des 5%, avec la possibilité d'augmenter mon savoir, plutôt que comprendre 99% de ce que j'entends à l'Académie française et qui me fait chier. Donc, et ce que je veux dire aussi, ce que vous incarnez à Perpignan, que, pardon, mais je ne savais pas complètement, mais honnêtement, si moi je ne sais pas, étant donné ma maladie première parmi beaucoup d'autres, qui est ma curiosité, si moi je ne sais pas ce que Perpignan fait, c'est peut-être de ma faute, mais encore plus de la vôtre. Parce qu'il y a un petit problème de com' là. Comprenez? C'est qu'on doit vraiment dire, tout le monde sait Montpellier, Montpellier, Dieu sait si je révère Montpellier. Enfin, je pense qu'il y a une possibilité à Perpignan de montrer ce que vous faites et qui est absolument passionnant. Ce qui est passionnant, ce que vous avez montré dès ce matin, c'est que vous êtes au cœur de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Quand vous prenez ce que vous avez entendu depuis ce matin, combien de sciences il faut convoquer pour comprendre ce que vous avez raconté? Et vous pouvez rajouter la sociologie. Et vous pouvez rajouter l'histoire des religions. Je vais vous dire, dans notre groupe, qu'on a créé avec la Compagnie nationale du Rhône, on a un historien des religions. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que pour un certain nombre de civilisations, l'eau, c'est la pureté. Et comment vous allez expliquer que la pureté, c'est aussi le gîte larvaire? Et que les petites coupoles d'eau pour saluer Yersin, qui a trouvé le responsable de la peste, c'est ça qui développe les moustiques porteurs de toutes sortes de saloperies dans toute la région de Nanang et de Nha Trang. Donc, vous voyez, c'est les sciences dites dures, ce que j'appelle dures peut-être, mais enfin les sciences, pas très bien, et les autres qui sont les sciences que j'appelle pas molles mais complexes, doivent travailler ensemble parce que ce qui est passionnant avec l'eau,
Et c'est pour ça que c'est inépuisable et que la rareté qui s'annonce va entraîner des drames. C'est que l'eau est le miroir, non pas pour regarder sa tronche. L'eau est le miroir de nos sociétés. Dites-moi, comment je produis l'eau? Pour qui? À quel prix? Et je vous dirai très précisément à quel type de société vous appartenez. Alors maintenant, petit tour du monde. Pourquoi j'ai travaillé sur l'eau? Il se trouve qu'avant de faire différents trucs, j'étais prof d'économie. Et j'étais prof d'économie des matières premières. Et il y a 15 ans, je décide de quitter le Conseil d'État et je dis je vais revenir à l'économie. Et je travaille sur le coton. Pourquoi le coton? Parce que le coton, c'est des modes de production extraordinairement différents, avec ou sans production, avec ou sans OGM, dans le monde entier, avec un seul marché. C'était intéressant. Et je me retrouve en Ouzbékistan, grand producteur de coton, devant un petit champ et dans un village un peu au nord de Samarcande. Et dans ce village, tous les robinets étaient ouverts. Je dis au chef de village, via une traductrice formidable que je salue aujourd'hui, même si elle ne l'entend pas, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas de temps en temps vos robinets? Ils ont besoin énormément d'eau parce que c'est des sols qui, dans les temps très anciens, étaient salés. La mer était là. Et donc, il faut d'abord dessaler avant de donner à la plante ce dont elle a besoin. Ce qui veut dire que pour un hectare, c'est 10 000 mètres cubes avant qu'il y ait du coton qui monte. Donc, c'est absolument gigantesque. Je lui dis, mais fermez les robinets. Il me montre l'Himalaya et il me dit, vous croyez une seconde que je manquerai d'eau un jour? À propos d'Himalaya, et après je reviendrai, mais regardez l'Himalaya. À 2 ou 3 centaines de millions d'êtres humains près, la moitié de la population du monde dépend pour son eau d'un fleuve qui descend de l'Himalaya. C'est vous dire que la question géopolitique du Tibet est absolument centrale. Et croire une seconde qu'il y aura une ouverture sur le Tibet et que la Chine y créera là une sorte de laboratoire de la démocratie et de la participation active et bienveillante, oubliez, quels que soient les appels qui viendront de Collioure. On peut toujours essayer. J'ai eu ce matin Xi Jinping, il a très peur de ce qu'on va dire. Hein. Il a très peur. Bref, pourquoi j'ai commencé à travailler sur l'eau? Pour ça, pour cette rencontre dans ce village d'Ouzbékistan. Et j'ai commencé à travailler sur l'eau. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Premier exemple, la Turquie. Et Turquie, ça veut dire l'ensemble du Proche-Orient. La Turquie est la patronne, pas seulement parce qu'elle se développe, mais parce que c'est le réservoir d'eau. Et parce que le Tigre et l'Euphrate, ils viennent de la Turquie. D'ailleurs, avec des retenues d'eau dans une situation absolument terrible, et qu'un jour ou l'autre, on aura un Malpasset turc, c'est-à-dire qu'il y aura du monde. Et dans cette région du monde, qui est une sorte de malédiction absolue dans tous les domaines, vous allez voir ce qui va se passer à cause de l'effondrement d'un barrage. Parce que ça a été une formidable excuse, enfin pas une excuse, mais une réalité des choses. Étant donné les conflits permanents, il y a des fissures dans tous les sens, et donc ça va péter. En tout cas, ils tiennent l'eau. Ils tiennent l'eau. Et ce haut lieu de cette partie de notre civilisation, on dit toujours c'est toute la civilisation, non, mais enfin, notre partie, elle vient, le Tigre et l'Euphrate. Hein, ça veut dire quoi, la Mésopotamie? Méso au milieu, Potamie, le fleuve, Potamos, le fleuve. Donc on est au milieu, on est là. Et le néolithique, pour nous, de cette région du monde, il vient de là. Donc on est au cœur de ça. Donc c'est la Turquie qui tient. Alors, quand vous vous promenez dans ces endroits-là, et quand vous allez en Israël, j'ai fait un chapitre, c'est celui qui m'a demandé le plus de temps et d'attention. La répartition de l'eau entre Israël et la Palestine. Et honnêtement, j'ai su que j'avais fait un bon chapitre parce que je m'étais fâché avec tout le monde. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis plutôt, en même temps, radical socialiste, etc. Mais là c'est hallucinant. C'est-à-dire quand vous, dans des lieux hautement légendaires,
quand vous quittez le lac de Tibériade, vous arrivez devant le Jourdain et que vous voyez des adventistes de tous ordres qui se plongent dans le Jourdain, il fait 14 km. Puis après, il disparaît. Il est pompé un peu partout. Et donc, voilà, vous êtes dans les cœurs de l'affaire. Et là, vous êtes dans ces batailles de l'eau qui vont devenir de plus en plus tendues. Avec des projets extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a un projet magnifique qui vaut évidemment une blinde, un bras. C'est-à-dire que le projet, c'est pomper de l'eau très salée de la mer Rouge. On va pomper, on va mettre en hauteur. Avec la force de la gravité, on va la faire descendre. Jusqu'où en dessous du zéro, c'est-à-dire la mer Morte. Entre le haut de la mer Rouge, les montagnes là, et puis la mer Morte, on va faire tourner des turbines. Les turbines vont donner l'électricité. L'électricité va permettre d'agir en pression sur des membranes et qui va permettre de dessaler. Et comme ça, on mettra un peu d'eau douce dans la mer Morte. Ce genre de choses. Vous voyez, des trucs d'ingénieurs complètement pour essayer de sauver ce qui peut l'être, c'est pas évident. Donc, bref, le Proche-Orient, si vous voulez des questions, on en parlera. Deuxième exemple, juste un peu plus bas, pour vous montrer que cette région du monde est sans doute la région où la tension causée par la rareté de l'eau est la plus vive. Encore une expérience. J'étais à l'ambassade de France à Addis Abeba, en Éthiopie, à Pelle, et c'était l'ambassadeur d'Égypte, à Addis, qui me dit « Est-ce que vous voulez passer ?» Vous voyez, c'est vachement bien, je n'ai même pas à faire les rendez-vous, on m'invite, tout ça, j'y vais, les ambassadeurs. Le niveau de ma vie, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même pas mal. Je vois l'ambassadeur d'Égypte et il me dit « Je sais que demain, vous allez visiter le site du barrage Renaissance. C'est un barrage qui a été construit par les Éthiopiens, sans rien demander à personne, en territoire éthiopien, juste à la frontière du Soudan, lequel Soudan est en amont de l'Égypte. Il faut que vous sachiez que 80% du débit du Nil, c'est le Nil bleu. Le Nil bleu vient des hautes montagnes éthiopienne, haute, ça veut dire 4000 mètres, et que le reste, le 20%, c'est le Nil blanc qui vient des Grands Lacs. Et que depuis toujours, contrairement à ce qui se passe presque partout, c'est l'aval qui contrôlait l'amont. Parce qu'en aval, il y avait l'Égypte, depuis les pharaons, jusqu'à la colonisation britannique, qui interdisait à l'Éthiopie, en amont, de prélever plus de 5 à 10% de l'euro, autrement c'était la guerre. Voilà le contexte général. L'ambassadeur d'Égypte me dit, c'est pas complètement un hasard, puisque vous allez visiter ce barrage Renaissance, c'est pas complètement un hasard si nous sommes en train de vous acheter des Rafales. Parce que vous direz à vos copains éthiopiens que si on n'arrive pas à un accord établissant le bon rythme de remplissage du dit barrage, le dit barrage n'ira pas jusqu'à son terme. Et on le bombarde. Pour une raison très simple, vous savez très bien que l'Égypte, vous l'avez appris dès le premier paragraphe de votre premier cours de géographie, l'Égypte, c'est le don du Nil. S'il n'y a plus de Nil, il n'y a plus d'Égypte. Sauf que, depuis ces temps-là, le rapport de force a extraordinairement changé. Parce qu'en Égypte, il y a 90 millions d'habitants. Mais en Éthiopie, il y en a 110 millions. Et que moi, je serais les Égyptiens, je ferais extrêmement attention avant d'aller taper Addis, parce que maintenant, Addis est le centre de l'Organisation de l'Unité africaine, mais surtout que Addis, l'Éthiopie, est le lieu favori de délocalisation des industriels chinois qui trouvent qu'en Chine, les salaires sont trop importants et que donc ils trouvent des salaires équivalents à 35 €, qui sont extrêmement utiles pour relancer l'industrie textile. Donc vous avez des industriels du textile, de l'automobile et des tas de domaines qui font comprendre
l'extrême boom de la production éthiopienne. Et vous comprenez très bien aussi la situation éthiopienne, parce qu'un Éthiopien sur 5 ne mange pas à sa faim et n'est soutenu que par des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture moderne. Avec un formidable dilemme pour les Éthiopiens. Et j'ai une longue séance de travail avec le ministre de l'Agriculture d'Éthiopie qui me disait, si je rationalise mon agriculture, je vais avoir de meilleurs rendements. Donc on va pouvoir nourrir mieux les Éthiopiens. Mais si je rationalise, je vide les campagnes. Et l'un des gros avantages de l'Éthiopie, c'est qu'il y a une grande ville à 10, et autrement, il n'y a pas, comme partout en Afrique, une urbanisation absolument accélérée et terrible. Voilà l'exemple de cette partie du monde qui est extrêmement calme, comme vous savez, puisque à gauche, à l'ouest, il y a le Soudan, au nord-est, il y a l'Érythrée, de l'autre côté, il y a le Yémen, en dessous, il y a la Somalie, le bordel. Voilà ce qui se passe si je vous donne les dernières nouvelles du Nil, c'est ça. Autre exemple, je vais en Inde et je vois un des adjoints au maire de Calcutta. Et là, j'y allais pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire au titre de l'Institut Pasteur, pour voir où en était le traitement du choléra. À ceci, d'ailleurs, je voudrais vous dire que quand on parle d'eau, il faut lier toujours la question de l'eau potable et la question de l'assainissement. Parce que si 1 milliard et quelques d'êtres humains manquent d'eau potable, d'accès direct à l'eau potable, il y en a 2,5 à 3 qui n'ont pas d'accès à des réseaux d'assainissement. Ce qui m'a conduit à lancer une campagne avec une ONG et qui m'avait demandé un slogan. Donc j'ai proposé un slogan et finalement ils n'en ont pas voulu parce qu'ils avaient peur d'un procès. C'est dommage parce que j'adorais mon slogan, c'était « Des toilettes parce que je le vaux bien ». Et donc ils ne voulaient pas. Donc je vois l'adjoint au maire de Calcutta. Il me dit « Écoutez, je sais parce qu'ils savent tout, je sais que demain vous allez à Dhaka au Bangladesh. Alors, vous direz aux gens du Bangladesh que, puisque vous avez visité Calcutta, vous avez vu à quel point nous sommes pauvres, et donc nous ne voulons plus un seul immigré du Bangladesh. Ça suffit. Très bien. Je vais à Dakar et je lui dis ce que m'a dit l'adjoint au maire de Calcutta. Il m'a dit, écoutez, alors comme je sais votre programme, vous allez retourner bientôt à Calcutta. Alors, vous allez dire à ces fils de pute que s'ils n'avaient pas construit un barrage chez eux, juste avant notre frontière, qui bloque les 2/3 du débit du Gange, nous n'aurions pas, un phénomène d'ensablement, 2, une formidable diminution du débit d'eau douce, qui est la seule en capacité de lutter contre la montée des eaux salées qui vient du golfe du Bengale. Et le riz a beau être une plante gentille qui accepte un taux de salinité supérieur à la plupart des autres plantes, au-delà d'un certain niveau, elle ne pousse plus. Donc les gens crèvent de faim. Ils crèvent de faim, ils vont d'abord à Dakar et après ils vont où? À Calcutta. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez ce genre de mécanisme, et c'est ça l'eau, c'est ça les conflits d'eau. C'est-à-dire que c'est des éléments techniques, géographiques, hydrologiques, climatiques, mais aussi c'est des régions, des éléments où il y a toutes ces données-là qu'on doit pouvoir mettre en place. Et puis, je pourrais continuer tout ça, je pourrais continuer sur ce qui est en train de se faire en Chine. Nous, avec notre groupe, nous allons bientôt en Chine sur le fleuve jaune. Alors, le fleuve jaune, c'est tout à fait intéressant. D'abord, on peut parler du fleuve bleu, si vous voulez, du Yangtze, si vous voulez, qui est quand même assez intéressant. Et j'arrive à Chongqing. Et donc, je vois le représentant de Suez, qui est là, local, et je le félicite parce que j'avais appris qu'il avait signé un nouveau contrat et qui lui permettait d'avoir 1 million de clients en plus.
Et là, j'ai vu la dimension de Chongqing parce qu'il m'a dit il y a encore du boulot à faire puisque ce n'est que le 33e de la ville. 33 millions d'habitants. Et alors, il se trouve que les capacités de traitement de 30 millions d'habitants, vous imaginez ce que c'est, parce que c'est à la fois les particuliers, mais c'est aussi les usines, tout ce qui va autour, etc., eh bien, sont très, très insuffisantes, et que quelques centaines de kilomètres en aval, vous avez le principal barrage du monde, qui est une sorte de grande poubelle qui accumule tout ça, alors que ça n'a pas été traité. Donc, vous voyez, ça, c'est les petits problèmes du fleuve bleu. Le fleuve jaune au nord, c'est à la fois fascinant et fou. Ce fleuve traverse, c'est là où il faut de la géologie, dont vous êtes le spécialiste, puisque le fleuve jaune traverse des terres où il y a du loess, il y a des sédiments, fleuve jaune, d'où son titre, fleuve jaune. C'est-à-dire que les crues, depuis toujours, ont été un fléau, alors même que ça nourrissait les cultures, et c'est pour ça que le cœur de la civilisation chinoise, c'est en bordure du fleuve jaune. Sauf que les crues arrivaient, donc on mettait des digues. Et plus vous mettez des digues, plus vous avez des sédiments. Donc vous avez une sorte de course à l'échalote entre le lit du fleuve qui monte, la digue qui monte, le lit du fleuve qui monte, la digue qui monte. Alors, de temps en temps, la digue pète, et vous pouvez avoir 100 000 morts, ou de temps en temps, vous avez une décision politique, c'est-à-dire pour arrêter ou freiner l'invasion japonaise, les autorités de l'époque ont pété les digues, 1 million de morts. Donc, vous voyez ce mécanisme-là qui va se passer. Donc, c'est ça. Donc, on regarde ça. Alors, ça, c'est maintenant assez bien géré, sauf qu'il y a tellement de prélèvements sur ce fleuve jaune que la plupart du temps, le dit fleuve jaune n'arrive plus à la mer. Comme le Colorado, comme le Murray en Australie. J'ai encore combien de temps? C'est terminé? 7 minutes, très bien. Donc, alors, il y a, en même temps, comme toujours en Chine, il y a des choses inouïes. Vous montez à 2300 mètres, près de la ville de Xining, que je ne vous recommande pas, parce que franchement, c'est la ville la plus polluée que je connais, et franchement, j'en ai vu. C'est une épouvante. Mais vous montez encore un peu, et puis vous voyez un truc hallucinant. Vous voyez le couplage entre un barrage, une géante ferme solaire et une ferme d'élevage de yak. Donc avec un système vachement intelligent, quand il fait pas beau, on turbine l'eau. Quand il fait beau, on met sur le réseau le solaire. Et pendant tout ce temps-là, on élève des yaks sous les panneaux solaires. La ferme solaire, elle n'est pas petite parce qu'elle fait 50 km² et 50 km², et on va la quadrupler. Donc, et puis quand vous allez au quartier général de la gestion du fleuve, c'est fascinant. Vous avez, depuis la source jusqu'à l'embouchure quand elle est là, vous avez tout le fleuve dans une salle qui doit être 3 fois cette salle-là, et avec tous les alertes de pollution, de choses, comment ça marche, et puis des risques qui sont là, parce que ça traverse des régions qui peuvent être menacées par des attentats. Donc, pour voir, voilà la région. Dernier exemple, l'Australie. Alors, l'Australie, c'est un lieu qui, jusqu'à une date assez récente, avait 2 richesses, les matières premières, qui demandent énormément d'eau, et ça continue. Vous savez que c'est le premier exportateur notamment de charbon, et qui était extrêmement forte aussi en agriculture, en exportation d'agriculture, qu'on appelait le groupe de Cairns, etc. Et vous arrivez là, et vous n'avez plus d'eau. Vous avez de la chaleur qui monte, tout ça, d'où des incendies de forêt, et puis que vous n'avez plus d'eau. Donc vous avez le Murray Darling, etc., vous n'avez plus d'eau. Alors, comment ils font? C'est pour vous dire que pour lutter contre ces raretés d'eau, il faut mobiliser toutes les forces. Alors vous avez un système, et je finirai là-dessus, qui est très passionnant et qui m'a
passionné en tant qu'ancien conseiller d'État que je suis, c'est un système où vous avez le droit de propriété du sol qui est disjoint du droit de propriété d'eau. Et en fonction du cours des matières premières et du prix de l'eau, vous pouvez très bien dire, cette année, je ne vais pas produire tel bien, du blé ou tout ça, je vais vendre mon droit d'eau à un autre qui a trouvé un autre système. Et à ce moment-là, ou à l'État, à ce moment-là, l'État prend le droit d'eau et ne pompe plus d'eau. Ce qui fait qu'il y a du nouveau de l'eau dans la rivière Darling qui va se jeter dans l'océan Indien. Et vous voyez, et donc, ça, c'est ce premier exemple. Et deuxièmement, il y a une gestion automatique de tous les systèmes d'irrigation où vous avez couplé l'énergie solaire et un énorme accompagnement numérique pour vraiment donner de l'eau au bon moment et au bon endroit et au bon moment du développement de la plante et au bon moment. Donc vous avez cette articulation incroyable du juridique et du technique. Je finirai là-dessus sur cette pensée que j'ai apprise récemment, zen, et que je trouve absolument formidable et qui est vraiment l'exemple de ce que c'est que l'approche que nous devons avoir sur les questions d'eau. C'est peut-être, tu le connais Gilles, c'est écouter le nuage dans la cloche. Écouter le nuage dans la cloche, ça veut dire que dans la cloche, il faut entendre le nuage. Car le nuage vous raconte la pluie. La pluie vous raconte l'arbre qui pousse. L'arbre qui pousse vous raconte la possibilité de faire un bûcher que vous allez allumer, ce qui permettra de créer une mini-fonderie dans laquelle on va fabriquer la cloche. Je vous remercie.